Bientôt le jour se lèvera, la lumière en ta nuit jaillira. Bientôt le jour se lèvera et l'amour en ton cœur chantera. C'est le jour du Seigneur, c'est le jour de sa joie, et sur terre la paix du ciel. Bientôt, Seigneur, ton jour viendra. Bientôt, Seigneur Jésus. Communiqué des évêques du Sénégal sur le pèlerinage marial de Popenguine. Chers fidèles du Christ, chers pèlerins du Sénégal, de la Gambie et de la Mauritanie, à vous tous qui êtes en communion spirituelle avec nous, vos pasteurs, nous renouvelons nos vœux de joyeuses fêtes de Pâques. Que la lumière du Christ ressuscité continue d'illuminer votre vie, celle de vos familles et de vos communautés. Depuis plus d'un siècle, notre communauté chrétienne emprunte le chemin qui mène à Popenguine pour sa rencontre annuelle au pied de Notre-Dame, la très sainte Vierge Marie, Notre-Dame de la Délivrande, le lundi de Pentecôte. En cette année 2021, nous en serions à la 133e édition de ce pèlerinage. Cependant, compte tenu de la situation qui prévaut encore avec la pandémie de la COVID-19, nous, vos pères évêques du Sénégal, vous informons que ce grand rassemblement de foi ne pourra pas se tenir comme à l'accoutumée. Il est vrai que l'évolution actuelle de la pandémie nourrit de grands espoirs chez nous. Cependant, restons toujours prudents afin de rendre plus efficace notre lutte commune pour vaincre ce mal. Les conséquences néfastes de la deuxième vague de la pandémie que nous avons connue, sachant que la tendance était à la baisse, doivent nous servir de leçon. En lieu et place du grand rassemblement à Popenguine, nous préconisons que la célébration de la 133e édition du pèlerinage soit vécue au niveau des communautés paroissiales de nos diocèses, avec la célébration de messes mariales ferventes, précédée du chapelet médité, le lundi 24 mai à 10 h, dans le respect strict des mesures barrières. À cette occasion, nous invitons les prêtres à exploiter le thème choisi. Avec Marie et Joseph, marchons sur le chemin de la sainteté et de la fraternité. En communion avec vous et avec vos prêtres, nous, vos évêques, nous confierons à l'intercession de la Vierge Marie et de Saint Joseph la fin de cette pandémie pour un retour à une vie normale, réconciliée avec Dieu, avec le prochain et l'ordre créé, et pour un hivernage béni et fécond. En ce temps pascal, nous invoquons la bénédiction du Seigneur sur nos pays et sur le monde entier. Qu'il nous fasse la grâce de l'unité, de la concorde et de la paix. Fait à Dakar le 1er mai 2021, en la mémoire de Saint Joseph, travailleur. Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque métropolitain de Dakar.
1911-2021, le foyer séminaire Sainte-Anne de Thiès célèbre son jubilé d'or. 50 ans de grâce, 50 ans de fidélité, 50 ans d'engagement. Que de générations ici passées, que de visages ont défilé, que de souvenirs s'accrochent aux moindres détails que perçoit votre œil. Dans les murs, témoins du parcours, l'on peut sentir la marque profonde des griffes du temps. Encore beau, parce qu'entretenu, le séminaire peut devenir plus resplendissant, si soutenu. Ici, la vie s'organise autour de 3 piliers majeurs: les exercices spirituels, l'école et le travail manuel. Sous la coordination du directeur, l'abbé Théodore Emessec, chaque secteur de la vie du foyer séminaire est confié à la bienveillance d'un prêtre. Le bien-être des séminaristes, la vie ordinaire avec ses jeux et ses loisirs, le développement spirituel, le jardin et les études. La croissance devant être harmonieuse. Une histoire qui commence à Anne-Mariste, à Dakar, arrive à Thiès en 1971 et s'y développe grâce à un soin et à une vigilance collégiale. Une équipe dynamique maintient allumé le flambeau reçu des prédécesseurs. Il va sans dire que l'accompagnement de dizaines d'adolescents si différents n'est pas de tout repos. La maison n'a pas toujours les moyens pastoraux nécessaires à soutenir la cause, mais Dieu veille au grain. Une cohorte de responsables s'est succédée dans cette maison au service des vocations, laissant toujours en partant un personnel dévoué et plus ou moins permanent. Assistante de direction, infographe, cuisinière, lingère et jardinier. La formation solide et intégrale ici donnée appelle beaucoup de moyens, tout comme dans les autres séminaires de tout niveau du reste. Quelques bonnes volontés renouvellent de moult manières leur fidélité à appuyer généreusement l'œuvre de construction des hommes d'église de demain. À côté des consortia et des individualités, l'on peut retrouver des anciens de la maison. Un climat de reconnaissance couvre cette demeure dont la stabilité est posée sur l'effort d'hommes et de femmes, motivés par la connaissance du prêtre et l'attention aux appels de Dieu. Ce havre de formation a besoin de vous. Juste un petit geste de soutien multiplié par N peut soulever des montagnes. Par vos prières et par vos dons, vous pouvez contribuer à rafraîchir ces murs crépis qui crépitent en silence sous l'impact des âges. Formateurs et séminaristes ne sont pas en reste dans ce projet de relooker leur environnement. De concert, ils organisent un concert au sanctuaire de la cathédrale Sainte-Anne de Thiès le 8 mai prochain. Même en suivant l'événement en ligne, rappelez-vous que la distance ne vous empêche pas d'être présent et proche par votre générosité. Frères et sœurs en Christ, bonjour. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Que la paix et la joie de Jésus soient avec vous. Amen. Nous sommes heureux en ce jour de vous présenter le premier numéro de votre rubrique Yoon wi ak dëgg gi. En entendant le titre, vous comprendrez que nous sommes dans un domaine particulier. Nous vous parlerons aujourd'hui de droit, de justice, de procédure judiciaire. Et pour cela, nous sommes sortis des studios de l'Oficom pour venir ici, dans ce temple mythique qu'est le palais de justice de Dakar. Avec moi, des professionnels du droit
vont aujourd'hui partager autour de quelques aspects des procédures judiciaires. Je m'en vais très vite vous les présenter, après les avoir bien sûr remerciés d'avoir bien voulu honorer de leur présence cette émission. Je commence par le président Gilbert Johansen, qui est magistrat de profession et qui est en service à la Cour d'appel de Dakar. Président Gilbert, bonjour. Bonjour. À ma gauche, Maître Joseph Etienne Dion, avocat à la Cour, avocat de profession du cabinet Ndion et Padanou. Maître Ndion, bonjour. Bonjour, cher maître. Et enfin, notre très chère invitée, ma sœur Angèle Gay, interprète judiciaire de profession en service à la Cour d'appel de Dakar. Angèle, bonjour. Bonjour, maître. Alors, vous comprendrez qu'aujourd'hui, nous allons parler de droit. Le concept Yonui et de Guigui voudrait partager avec vous, chers frères et sœurs, quelques aspects des procédures judiciaires au Sénégal. En tant que praticiens du droit, nos chers invités vont vous éclairer davantage sur ce qui se passe dans ce temple mythique et comment se passent les procédures judiciaires. Mais avant tout cela, en tant que frères et sœurs et en tant qu'acteurs chrétiens, nous allons partager un tout petit peu autour de la parole de ce 5e dimanche de Pâques, qui est le dimanche des ministères. Dans la deuxième lecture de ce dimanche, Saint Jean nous invite à avoir de l'assurance devant Dieu, à être des témoins du Christ, à être charitables au service de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce service, nos chers invités le rendent ici, dans ce temple qu'est le palais de justice. En tant que professionnels du droit, ils sont appelés à témoigner de Jésus-Christ. Maître Ndion, pouvez-vous nous parler aujourd'hui de votre témoignage en tant qu'avocat et en tant que chrétien, en pensant bien sûr à Saint Jean, qui nous appelle à être au service de Jésus et à avoir de la charité. Je vous remercie, cher maître, et non moins animatrice de cette émission. Faire un témoignage relativement à ma profession. J'ai 25 ans de bar, ça veut dire de pratique judiciaire. Donc m'amène à dire que le témoin, c'est celui qui a vu et entendu. Ça, c'est la définition classique. Et si les autres disent de nous, ils font un témoignage. Mais également, nous ne devons pas nous contenter de simplement des paroles des autres. Nous devons prêcher par l'exemple. Et c'est ce qui est attendu de nous. Et de par les professions ou par la profession que j'occupe, en tant qu'avocat, je dois être modèle. Et prêcher par l'exemple, le Seigneur nous appelle à cela. Et dans l'Évangile, dans Tite et dans Timothée 4, donc le Seigneur nous demande à être des modèles. Être modèle, c'est être référence. Et que par notre travail, qu'on dise qu'il est bon d'être chrétien. Il est comme ça parce qu'il est catholique. Et c'est tellement vrai qu'il y a une expression. Si on ne fait pas quelque chose d'honnête, on dit que ce n'est pas catholique, ce n'est pas chrétien. L'avocat que je suis doit faire preuve à tout point de vue d'intégrité. À côté de l'intégrité, il y a ce qu'on appelle la compétence. Tout à fait. Oui, nous devons exceller. Nous devons exceller dans le milieu dans lequel nous évoluons. Voilà, nous sommes dans un milieu, je ne dis pas de compétition, mais il faut par la qualité, Tout à fait. le bon travail que nous faisons, les belles plaidoiries que nous faisons, pouvoir tirer d'affaire des personnes qui sont dans des difficultés, aider la veuve et l'orphelin. C'est important. Et je dis que c'est ça qui doit nous permettre de nous faire connaître. Et partout où nous pourrons passer, qu'on dise qu'il est comme cela parce qu'il est chrétien. Témoin de Jésus-Christ, sel et lumière, je me tourne vers ma sœur Angèle. Quel témoignage aujourd'hui
en tant qu'enfant de Dieu et en tant qu'interprète judiciaire dans ce milieu assez particulier qui est parfois même craint des usagers du service public de la justice. Quel témoignage, Angèle, en tant qu'enfant de Dieu? Merci, maître. En témoignage, je dirais que moi, en tant qu'interprète judiciaire, mon rôle en général, c'est d'aider les justiciables à avoir accès à la justice, à mieux comprendre les textes et à mieux comprendre les... Donc, en tant que chrétienne, mon rôle, c'est de témoigner de la présence du Christ en rendant fidèlement les décisions, en interprétant fidèlement les décisions et en aidant ces justiciables à avoir le même accès Tout à fait. au niveau de la justice. Très bien. Le président Hansen, magistrat. Alors, les magistrats sont ceux qui rendent la justice, qui rendent la décision en les fondant sur les textes de droit. Aujourd'hui, en tant que magistrat, quel pourrait être votre témoignage en tant qu'enfant de Dieu? Dieu qui nous appelle à servir, quel que soit où nous sommes, car travailler, rappelons-le, c'est prier. Que pouvez-vous nous partager? Merci beaucoup, cher maître. Le témoignage pour un magistrat chrétien, c'est un témoignage de vie. Un témoignage de vie, comme nous le rappelle le pape Jean-Paul II dans Redemptoris Missio, chapitre 5. Un magistrat chrétien, catholique, qui témoigne de Jésus-Christ là où il travaille, cela, je le comprends au moins doublement. Premièrement, d'après ce que nous connaissons, nous avons appris dans la foi catholique. C'est cela que nous devons vivre. C'est cela que nous devons vivre dans notre ministère qui est de rendre la justice. Et rendre la justice, c'est d'abord un attribut divin, avant d'être un attribut tout simplement de la société ou de l'État. Tout à fait. Et en cela, parce qu'on a l'habitude de dire que Dieu c'est le seul juge. Et en tant que magistrat du siège de surcroît, je suis conscient de cela. Et pour cela, dans ma manière d'officier, j'ai toujours en mémoire ce que l'Évangile dit de la justice. Certes, la justice pour laquelle je travaille, la justice étatique, c'est la justice légale, mais il y a une justice encore vers laquelle, moi, en tant que juge, je tends. C'est cette justice qui est, à la limite, la justice sociale. Donc, la justice légale doit être le reflet de la justice divine. Et en cela, le magistrat, de façon générale, qu'il soit du parquet et du siège, et même tout ce que l'on appelle les auxiliaires de la justice. Donc cela leur permet d'agir comme Dieu le veut, parce que n'oublions pas que les justiciables, ils ont des droits. Le magistrat, il est gardien des droits et libertés qui sont garantis par la Constitution. Voilà un peu ce que je pouvais dire sur mon témoignage de vie en tant que magistrat. Merci, Président. C'est bien dit et ça nous permet d'entrer justement dans notre thème d'aujourd'hui, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous vous présenterons un premier thème qui est l'accès à la justice. Vous savez que les procédures judiciaires peuvent sembler très techniques et peuvent ne pas être accessibles à tout le monde. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui les professionnels, nos invités qui sont ici, vont nous expliquer, chacun un peu dans son corps de métier et dans sa profession, comment faciliter l'accès à la justice à nos frères et sœurs et à tout citoyen sénégalais, chacun dans l'exercice de sa profession. D'abord, on va parler de l'accès à la justice en tant que tel. Monsieur le Président, aujourd'hui, comment pouvons-nous, de manière simple, définir l'accès à la justice? L'accès à la justice, pour moi, c'est un droit. Le droit à un juge. Le droit à un juge maintenant qui comporte plusieurs facettes. Donc pour cela, il faut un juge naturellement
mais également il faut un justiciable. C'est ce justiciable-là qui a ce droit d'accéder au juge. Cela se fait en matière procédurale, il y a plusieurs façons d'accéder au juge. Ces façons, c'est un peu les clés pour ouvrir. Par exemple, pour entrer dans une chambre, dans une salle, il faut la clé. C'est la clé qui vous permet d'accéder. Donc cet accès à la justice donc, est important. Puisque si on n'arrive pas à accéder au juge, donc son travail devient vain. Tout à fait. Tout à fait. Si le juge n'a pas de justiciable, il ne travaillera pas. Tout à fait. Mais si le justiciable n'a pas de juge également, la justice ne sera pas rendue. Tout à fait. Et je pense que j'ai en mémoire cet épisode de l'Évangile, je pense de l'Évangile selon Saint Luc, de ce juge, comme on dit, ce juge unique, qui, disait-on, lui, ne respectait pas Dieu et se moquait des hommes. Et en face de lui, cette veuve qui, d'une certaine manière, l'importunait pour avoir accès à la justice, pour qu'on puisse dire le droit en sa faveur, pour qu'elle puisse être jugée. Donc il faut un justiciable, il faut un juge, et il faut arriver à accéder donc au juge. Tout à fait. Pour que la justice soit dite. C'est tout un système en fait. C'est tout un ensemble d'acteurs, une chaîne, si je peux vous emprunter le mot, qui contribue justement à l'accès à la justice. Effectivement. Effectivement. Tout à fait. Ça me permet de me tourner vers Maître Dion. Maître, l'accès à la justice, en tant qu'avocat, au niveau des avocats, pouvez-vous nous partager? Oui, je confirme pour dire que l'accès à la justice est un droit. Un droit universel, un droit qui remonte à la Déclaration universelle des droits de l'homme, confirmé par la Charte des Nations Unies et consacré par notre Constitution. Une chose est de proclamer un droit, autre chose est l'exercice de ce droit. Donc, dans le principe, chacun a ou doit avoir accès à la justice. Mais concrètement, comment ça se passe? Tout à fait. Et je l'analyse à deux points de vue, ou à deux niveaux. Du point de vue structurel, il faut qu'il y ait des juridictions. C'est au niveau des juridictions que la justice est rendue. Et s'il n'y a pas des tribunaux un peu partout, ou si les gens ne peuvent pas avoir ou voir justice leur être rendue, ce qui serait plus ou moins un déni de justice. Donc, on porte atteinte à leurs droits. Et d'où l'intérêt de la création des justices de proximité avec les maisons de justice. Mais l'analyse doit se faire également du point de vue procédural, avec la clé dont parlait, ou les clés dont parlait le président Sen. Je dis, dans le principe, chacun peut se défendre seul, surtout qu'on nous dit que nul n'est censé ignorer la loi. Mais même nous qui sommes praticiens du droit, connaissons le droit, mais ne connaissons pas tout le droit. D'où l'intérêt parfois d'avoir un sachant, un technicien du droit, pour vous aider à faire reconnaître votre droit. Et en termes de procédure, on commence par une assignation, si on va au civil, assignation qui passe par la saisine d'un huissier. Voilà. On passe par une requête si on est en matière gracieuse, parce que j'y reviendrai un peu, ou on passe par une plainte si on est en matière pénale, devant la police, la gendarmerie, devant le procureur, ou à la brigade, ou au commissariat. Et si cette clé n'est pas maîtrisée, si on ne l'a pas, on peut avoir droit, mais ne jamais voir son droit être reconnu. C'est très, très, très important. Alors, Angèle, en tant qu'interprète judiciaire, tu es appelé à être très, très, très proche des justiciables, de ceux qui viennent à la barre, je crois, pour écouter les décisions de justice. Comment cela se passe? Quel est votre rôle, justement, dans l'accueil des justiciables pour permettre ou faciliter l'accès aux services judiciaires? Merci. Pour parler de l'accès à la justice, je vais peut-être d'abord puiser de mon expérience en tant que ancien responsable du bureau d'accueil. L'accueil étant le premier point de contact avec la justice, il
convient de dire l'importance que cela revêt dans ce processus de rendre la justice proche des Sénégalais, des justiciables. Ok. Donc l'État sénégalais a compris cela et dans le programme sectoriel de justice, nous avons le volet justice de proximité où on a eu à créer à nos jours 19 maisons de justice, 4 bureaux d'information du justiciable et 18 bureaux d'accueil dans les tribunaux, dans tout le pays. Ok. Cela permet aux Sénégalais de mieux appréhender, de mieux comprendre la justice qui, depuis longtemps, a été quelque chose de très redouté. Les gens n'aiment pas trop se rendre au tribunal, ne connaissent pas trop comment saisir le tribunal et tout ça. Donc avec la création des bureaux d'accueil, nous accueillons les justiciables et nous leur montrons un peu la voie à suivre, ce qu'il faut faire pour les aider. Tout cela rentre dans le témoignage chrétien. Donc nous le faisons et puis nous prenons en compte leurs inquiétudes et nous les aidons un peu. Maintenant, en tant qu'interprète, cet accès à la justice, je pourrais le dire ainsi, le fait de commenter, ou bien pas commenter, d'interpréter une décision de justice, et de faire comprendre au justiciable qui est là ce qui a été dit. Parce que les magistrats et l'avocat me diront que la justice a des termes que les gens ne comprennent pas trop bien. Un analphabète qui est là, on donne une décision de justice qu'il ne sait pas. Donc il faut lui expliquer cela. Cela permet de mettre tous les Sénégalais au même pied d'égalité. Ok. Ok, très bien. Je reviens un peu à Maître Ndione. Vous parliez de l'assistance judiciaire et c'est un aspect sur lequel je me permets d'insister. Et vous parliez des coûts de la justice. Nous connaissons le niveau de vie de nos populations. La plupart viennent au tribunal, ils sont anxieux ou vont vers des avocats très anxieux devant des problèmes et n'ont peut-être pas tout le temps soit les moyens, soit la possibilité de connaître ou d'avoir recourir à un avocat. Au niveau des avocats, comment est-ce que vous êtes organisé pour justement faciliter la porte d'entrée, l'accès au tribunal à ceux-là qui viennent vous solliciter pour les aider? Parce que retenons-le, le droit, ce n'est pas facile et ce n'est pas donné à tout le monde de le comprendre. Je suis sûre que les gens sont très intéressés par ce qui se passe, mais beaucoup ne comprennent pas et je suis sûre que votre rôle est très important. Comment vous êtes-vous organisé par rapport à l'assistance judiciaire? Oui, il y a un bureau de l'assistance judiciaire dont je suis membre d'ailleurs, qui est organisé et qui est administré et géré par une dame que je salue au passage, qu'on appelle Madame Diakham Mamay Saba, et qui est d'une disponibilité sans nul autre pareil. Et il suffit de connaître son bureau au premier étage du palais, donc au bloc réservé aux avocats, donc où on a l'ordre des avocats au palais de justice, pour qu'elle vous reçoive. Et lorsque vous venez, elle vous accueille et vous exposez votre problème. Si votre problème peut faire l'objet d'une prise en charge par le bureau de l'assistance judiciaire, donc elle prend connaissance du dossier et désigne avec le bureau de l'avocat des avocats, donc quelqu'un, un confrère pour vous assister. Et on assiste aussi bien, surtout les gens qui sont en détention, donc qui sont dans les des personnes privées de liberté. Donc on voit des veuves, on voit plutôt des femmes qui viennent parce que leurs maris sont en détention, leurs enfants sont en détention. Mais également, on constitue des conseils pour des femmes qui sont victimes de viol, par exemple, des parties civiles. Le bureau de l'assistance judiciaire ne vient pas en aide seulement aux prévenus ou aux accusés. Aux parties civiles aussi. Le bureau de l'assistance judiciaire vient également en aide aux parties civiles, aux personnes qui sont victimes d'infractions, et notamment pour les personnes vulnérables. Et là, vous êtes, parce que rappelons-nous qu'il y a des juridictions à Dakar, il y en a aussi en dehors de Dakar.
milieu rural, mais également dans les régions. Est-ce que vous n'êtes qu'à Dakar ou est-ce que vous êtes sur tout le territoire sénégalais? En principe, on est sur tout le territoire sénégalais. Et ça pose le problème, j'y reviens un peu, de l'accès à la justice. Les avocats ne sont pas dans toutes les régions. Il y a des régions où il n'y a pratiquement pas d'avocats installés. Il faut une politique incitative de l'État au fin d'aider les jeunes à aller en région. Et je suis sûr que si les gens s'y installent, le besoin se fera sentir et le bureau de l'assistance judiciaire se déploie donc dans toutes les régions, à Saint-Louis, à Thiès et tout ça. Et souvent, il y a des journées de plaidoirie qui sont organisées. Le bureau de l'assistance judiciaire en lien avec l'association des jeunes avocats, AJAS. Et je salue au passage ces jeunes avocats donc très dynamiques qui organisent ce qu'on appelle des tours judiciaires. Et nous faisons parfois des régions, à Tamba, un peu partout. On va jusqu'à Ziguinchor, à Kolda, pour aller plaider pour des gens donc, qui n'ont pas de conseil. Gratuitement, je précise. Et gratuitement. Voilà. C'est très important. Oui, gratuitement. Gratuitement. Et par rapport à la proximité, la justice de proximité, des avocats de Ziguinchor sont par le bureau de l'assistance judiciaire désignés pour aller plaider donc, pour des justiciables qui se trouvent à Kolda et un peu plus. Très bien. Un peu partout. Voilà. Un acte de charité. Voilà. Je me tourne vers le président Sène. Pour le magistrat que vous êtes, il y a un aspect très important qui est l'écoute. Vous êtes magistrat, je ne sais pas si vous avez la possibilité justement d'avoir la possibilité d'écouter les gens, parce que je suppose que lorsqu'on vient devant le tribunal, on est souvent soit impressionné ou anxieux face à des problèmes. Comment est-ce que vos portes sont ouvertes ou est-ce qu'il faut passer par les procédures normales? Je vous remercie. Je pense que toujours dans ce cadre de l'accès à la justice, le juge, on n'accède pas à lui seulement lorsqu'il est dans son office de juge. Ce n'est pas seulement parce qu'il est à l'audience qu'on pourrait accéder donc à lui. Nous, nos portes sont ouvertes à tout moment. Très bien. À tout moment, les avocats qui sont nos plus proches collaborateurs ont accès à nos portes. Les justiciables également ont accès à nos portes. Vous savez, dans les juridictions, je crois que les services les plus accessibles, c'est le greffe et le parquet. Ce sont ces services-là qui reçoivent beaucoup plus de monde. Donc, les bureaux du procureur sont ouverts parce que pour déposer une plainte, naturellement, et donc il faut se rendre, si c'est au tribunal, il faut se rendre soit chez le juge d'instruction, mais plus souvent c'est chez le procureur. Donc, le procureur est accessible, ces services sont accessibles. Donc, il y a tout un service, n'oublions pas, la justice est un service public. Et lorsqu'on dit en service public, on est au service des justiciables. Le juge, on le rencontre peut-être de moins. C'est compte tenu de son office également. Mais, moi, en tant que juge du siège, mes portes sont ouvertes. Les gens peuvent également donc avoir accès à moi. D'ailleurs, je crois que là, il faut nuancer parce que si nous prenons le cas du tribunal d'instance, qui est un tribunal de proximité, parce qu'il est installé donc, dans chaque département, mais ce juge, c'est le juge en principe qui doit être le plus accessible. Tout à fait. Donc les magistrats donc, sont bel et bien accessibles. Il ne faudrait pas attendre donc, les audiences pour pouvoir donc se présenter devant nous et avoir accès à la justice. Ce que vous dites est très intéressant. En parlant du tribunal d'instance, qui, comme vous le dites, est un tribunal qui est présent dans tous les départements, sur tous les territoires sénégalais, et qui traite beaucoup des questions, tout ce qui est famille, tout ce qui est état civil. Et nous savons aujourd'hui qu'il y a beaucoup de problèmes dans les familles. Et ce sont des procédures qui ne sont pas très connues. Les gens viennent vers vous, ils sont un peu égarés, ou la plupart du temps, ils rencontrent des gens qui les embrouillent un peu. Et le rôle du juge ou du greffier, de tous les acteurs dont vous avez parlé, me semble très important. Est-ce que par rapport au métier que vous exercez, vous réfléchissez sur comment justement ouvrir davantage les portes
pour que la justice soit vraiment perçue comme un service public et que les gens n'en aient pas peur. Parce que c'est d'habitude ce que l'on dit. Les gens ont plus ou moins peur de ce temple de Thémis là. Oui, c'est vrai, les gens ont un peu peur. Mais je pense que, comme Madame Angèle l'a rappelé au départ, hein, je pense que c'est cela le rôle des bureaux d'accueil et d'orientation dans un tribunal. C'est ça également le rôle des services du greffe, qui doit être un service ouvert et accessible. C'est ça le rôle aussi d'un parquet, qui doit aussi être ouvert et accessible. Et pour revenir au tribunal d'instance, lorsque j'étais il y a 2 ans comme président du tribunal d'instance de Podor, c'est là que je me suis bien rendu compte combien l'accès au juge est important. Il arrive même souvent qu'un problème puisse être réglé par les services du greffe ou autres. Mais les gens ont ce besoin de rencontrer le juge et de parler personnellement. Ont le besoin de rencontrer le procureur pour lui parler personnellement. Donc, je pense que dans la formation que nous recevons au niveau du centre de formation judiciaire, c'est cette ouverture également donc, nous est recommandée pour que les gens puissent au moins s'exprimer librement, que les gens puissent avoir une oreille attentive, mais aussi un œil attentif. Parce que le fait d'être bien accueilli, ça peut être déjà un soulagement. Aller en justice, ce n'est pas comme aller au sport, naturellement. Aller en justice, peut-être même ce n'est pas comme aller à l'église ou à la mosquée, parce que là, on est beaucoup plus rassuré certainement. C'est vrai. Mais souvent, on n'est pas rassuré même en venant, même si on est plaignant. Même si on est plaignant, même si on se dit que la vérité est avec moi, ce n'est pas évident toujours. Parce que en justice, c'est un autre monde. La justice est un autre monde. La justice, c'est des termes, comme on dit, des termes juridiques spécifiques. Si on ne comprend pas, plainte, ce que la plainte peut signifier dans le langage courant peut ne pas être la même chose dans le langage judiciaire, le langage juridique. Donc vous voyez, mais pour les magistrats que nous sommes, magistrats du parquet, magistrats du siège, cela est un devoir aujourd'hui. Et le magistrat chrétien, il doit être très accessible. Il doit être très accessible. Dieu lui-même est accessible. Tout à fait. Dieu ne rejette personne. Donc le magistrat chrétien ne doit rejeter personne. Très bien. C'est là où le sens de l'écoute est important. Prenons l'exemple du tribunal pour enfants. Moi, j'étais présent au tribunal pour enfants. Vous savez, on ne parle pas de la même manière aux adultes qu'aux enfants. Oui, c'est vrai. L'écoute d'un enfant est différent de l'écoute d'un adulte. Intéressant. Le procès qui met en cause des enfants, qu'ils soient poursuivis ou bien qu'ils soient partie civile, ne se déroule pas de la même manière que le procès d'un adulte. Donc l'écoute est important. Donc il ne faudrait pas que les gens maintenant aient donc des a priori en venant en justice. Tout à fait. Nos portes sont grandement ouvertes. Et nous sommes là pour eux, parce que nous rendons la justice au nom du peuple sénégalais. Et les avocats, les interprètes judiciaires et d'autres personnes, d'autres auxiliaires de la justice sont là pour faciliter cet accès au juge. Voilà. En tout cas, c'est très bien dit. Et je suis sûre que le message n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Comprenez, chers frères et sœurs, que donc la justice est un service public ouvert et que des frères et sœurs sont là pour justement vous permettre d'y avoir accès. Je me tourne vers Angèle. On parlait du langage juridique, langage judiciaire qui n'est pas facile à comprendre. Aujourd'hui, lorsqu'une personne, parce que vous nous avez fait cas du programme justice de proximité et des bureaux d'accueil et d'orientation qui sont, je pense, dans la plupart des juridictions, dans tous les tribunaux, de manière générale. Donc, lorsque quelqu'un vient, qu'il ne connaît personne, qu'il a besoin d'un service, ça peut être un contentieux, comme ça peut être un service administratif. Parce que le tribunal a également beaucoup de services administratifs qui sont très, très, très sollicités. Quelle est la démarche en tant que chargé du service d'accueil, qui est vraiment la porte ouverte
je ne parle pas du greffe qui est la porte d'entrée et de sortie, mais vraiment le bureau d'accueil justement. Comment vous vous y prenez? Merci, Maître. Pour parler du bureau d'accueil, pour parler de la démarche, je dirais que nous recevons les gens. Parce que, comme l'a si bien dit Monsieur le Président, il disait tout à l'heure qu'un juge doit être ouvert et accessible. Mais je pense que c'est le catholique même qui doit être accessible. Le travailleur catholique, où qu'il puisse être, doit être accessible et serviable. L'accueil, c'est la porte d'entrée du tribunal. Les gens arrivent avec des problèmes. Et nous savons qu'ils ont une certaine peur de la justice, comme on l'a dit tantôt. Donc nous, au niveau, du moins quand j'étais là-bas, on accueillait les gens de manière à les mettre à l'aise d'abord. Oui. Parce qu'il le faut. Il faut les C'est mettre important. à l'aise. Il faut les écouter, comme il l'a dit, savoir de quoi ils ont besoin exactement et les orienter vers les services compétents. Tout à fait. Parce que on parle d'accès, on a peut-être l'accès géographique, avoir un tribunal. À côté de chez soi. Mais il y a aussi accéder aux connaissances, à ce qu'on doit faire, aux procédures, qu'est-ce qu'il faut. Et cela permet de gagner du temps. Qui dit gain de temps parle de gain financier. Financier aussi. Parce qu'imaginez, quand le justiciable arrive, il n'a pas un bon accueil, il n'a pas été bien orienté. Pendant qu'il est là, on l'oriente vers un autre service, alors que son affaire peut-être est en train de se dérouler dans la salle 1, il perd du temps et peut-être qu'il va perdre son procès. Ah oui. Donc il nous faut bien l'accueillir, bien s'informer d'abord de ce qu'il veut et puis lui donner la bonne information et l'orienter dans le service compétent ou dans le bureau compétent ou dans la salle d'audience qui est en train de juger son affaire. Et je crois que là, on va revenir au rôle de l'avocat, justement, qui assiste la personne jusque même dans là où le contentieux est en train d'être réglé. Dans votre expérience, maître, comment est-ce que cela se passe? Comment aider les gens? Oui, la matière est très technique. Et elle est très vaste. Au Sénégal, il n'y a pas de spécialisation à proprement parler. Il n'y a pas de cabinet spécialisé. Dans des cabinets, on peut avoir des confrères, des avocats spécialisés en assurance, en banque, en droit maritime, en droit pénal, et en droit commercial, et ainsi de suite. Mais il n'y a pas de cabinet spécialisé en une matière seulement. Donc, parce que comparé à ce qui se passe en France ou aux États-Unis, nous avons de petits cabinets. Et c'est ce qui fait que l'avocat est plus ou moins obligé de tout connaître. D'accord. Voilà. Et c'est pas facile, hein? C'est pas facile du tout. Mais quoi qu'on dise, nous avons des avocats très bien formés. Et les confrontations ou les avocats qui ont eu à plaider à l'extérieur, on le confirme. Et les confrères sont bien appréciés dans la sous-région et un peu partout dans le monde. Et voilà, vous êtes saisi par quelqu'un alors que vous êtes habitué à ne faire que du droit pénal, qui a un problème en droit administratif, mais vous serez obligé de le faire. Et l'humilité dans la profession, c'est quoi? C'est de prendre son téléphone et d'appeler un confrère, peut-être qui excelle dans la matière. Dans ce domaine. Et c'est le propre du métier en droit. Et le président Sen ne me démentira pas. Même dans la rédaction d'un arrêt ou d'un jugement, parfois il prend son téléphone pour appeler un collègue. Peut-être il y a ce qu'on appelle des cas de jurisprudence. Et c'est ça l'humilité qui permet de passer et d'évoluer et d'avancer. Et en toute matière, vous êtes saisi par un client qui a une affaire commerciale qui passe, mais vous serez obligé de le prendre ou bien de le référer à un autre confrère si vous ne voulez pas prendre le dossier. Mais de manière générale, donc nous traitons de toutes les affaires et c'est pour cela que nous sommes devant toutes les juridictions de la Cour suprême, donc à la juridiction la plus petite entre guillemets, la juridiction de proximité,
près du juge de famille, le tribunal d'instance. Vous êtes débordé alors, hein? Il doit y avoir, je ne parle pas du juge, on reviendra sur lui, mais des avocats, il doit y avoir déjà un très 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 grand volume de dossiers dans les cabinets. Comment vous faites justement? Parce que tout cela fait partie de... C'est un peu difficile, c'est pour cela que nous sommes toujours sur la brèche, comme on dit, parce que le matin, il faut prendre les audiences. Heureusement que les avocats ont trouvé le système génial de la substitution. Très bien. Donc, ce qui fait que, sauf à être Diola, tu n'as pas le don d'ubiquité pour être dans toutes les salles en même temps. Tout à fait. Parce que les audiences se tiennent souvent en même temps. Hein? Oui. Donc, je suis obligé de me rabattre sur un confrère pour me faire renvoyer ou me mettre de côté un dossier. Bon, là où ça ne nécessite pas une grosse plaidoirie. D'accord. Voilà. D'accord. Et nous nous organisons parce que le matin, il faut prendre les audiences. Les après-midi, il faut les consacrer à la réception, au rendez-vous. D'accord. Au niveau des études, au niveau des cabinets. Études, mais il faut faire ce qu'on appelle la mise en état. Parce qu'une chose est de prendre le dossier d'un justiciable, autre chose est de le traiter. Les procédures ne sont pas seulement orales. C'est vrai. Et bien avant le travail ou la plaidoirie à la salle d'audience, il y a un travail de recherche à faire d'abord. Okay. Et il y a certaines plaidoiries, elles sont écrites. Okay. Il faut faire des requêtes. Il faut faire ce qu'on appelle des conclusions. Des conclusions. Des conclusions principales en réponse, et ainsi de suite. Ouais, donc c'est un travail fastidieux. Beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Mais action de grâce, tant voilà, mieux, tant mieux. Président, on ne saurait ne pas vous parler de l'aspect médiation. Parce que s'il est vrai que le tribunal, c'est le contentieux quand des gens sont face à face, mais nous ne pouvons pas ne pas parler de médiation, qui également, pour moi, est une grande phase de l'accès à la justice. Quelle est votre expérience, justement, en tant que juge, de ce qui est médiation et qui devrait pouvoir un tout petit peu désengorger les rôles? Vous nous parlerez également de vos rôles d'audience qui, je suis sûre, comme l'avocat, sont surchargés, comme dans tous les tribunaux. De plus en plus, les gens ont cette culture à saisir la justice dans le règlement des problèmes. Alors, oui, l'engorgement des juridictions, je commencerai par là. Cela est une réalité. Ouais. Comme les avocats le ressentent, nous ressentons également le poids. La même chose. Prenons l'exemple d'un cabinet d'instruction, où par exemple le juge a 300 à 400 dossiers à gérer, alors que dans l'année, il n'y a pas 400 jours. Ouais, 400 jours. Il faut sortir les week-ends. Il faut sortir certainement le temps de congé du juge. Et pour un dossier, il faut faire plusieurs actes. Ouais. Donc c'est rarement, ou même ce n'est même pas possible de traiter un seul dossier en une journée. Et il y a les délais. Et il y a les délais à respecter. Vous voyez, et tout cela, c'est parce que aussi nous sommes en sous-effectif, hein, comme chez les avocats, nous sommes en sous-effectif. Mais, bon an, mal an, les juges essaient de se débrouiller avec donc ce nombre de pléthorique de dossiers. Et c'est pas seulement dans le cabinet du juge d'instruction, c'est aussi valable pour la cour d'appel, pour les tribunaux de grande instance, pour les tribunaux d'instance. Mais au-delà donc de cet aspect, je crois que les juges, les procureurs essaient tant bien que mal de se donner les moyens qu'il faut. Et le rôle des avocats est très important. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, la célérité pour la justice, c'est une exigence de l'état de droit. C'est vrai. Pour certains, la justice est trop lente. Très lente. Très pour d'autres, elle est trop compliquée. Oui. Il ne faudrait pas quand même qu'on en rajoute avec des retards. Parce que comme elle l'a dit, le retard a un coût. Mais qui supporte le coût du retard en justice? C'est ça la grande question. Donc, plus on a un manque de personnel, plus le principe de célérité risque d'être mis à mal. Tout à fait. Mais plus également, peut-être l'accès à la justice risque d'emporter un grand coup. Donc c'est pourquoi je reviens toujours au rôle de l'avocat. Moi, je suis beaucoup plus à l'aise lorsque dans un dossier j'ai un avocat. Oui. Parce que c'est un technicien. C'est un technicien du droit. Et par rapport au travail que l'avocat abat,
le juge doit au moins faire de même, Ok. sinon plus. Ok. Donc dans un dossier où il y a un avocat, moi je suis beaucoup plus à l'aise. À l'aise. Hein? Vous êtes Parce un que technicien. Là, puisqu'on est technicien, déjà on se comprend, Oui. on saura. C'est que vraiment, Il veut. la Il va personne aller droit au but. va aller droit au but, avec les termes qu'il faut, les termes techniques qu'il faut. Tout à fait. Et cela nous permet de répondre. Par rapport à la médiation, tout de même, vous savez, la médiation, c'est comme on dit, c'est de façon générale, c'est un règlement alternatif des différends. Bon, au même titre que l'arbitrage, la conciliation. Tout à fait. C'est ou bien la transaction. La transaction. Dans un état de droit, la justice appartient à l'État, qui l'exerce par ses institutions. Par ces institutions. Et la justice privée n'est pas acceptable, n'est pas acceptée. Nul ne peut se faire justice soi-même. À part donc ces modes alternatifs de règlement des litiges et qui sont réglementés également, nul ne peut se faire justice soi-même. La médiation peut se faire maintenant dans le contexte judiciaire, cela est possible. Il y a des normes, des textes qui existent en matière de médiation-conciliation, même actuellement avec l'OADA qui regroupe 16 pays en matière de droit harmonisé, de droit harmonisé, droit des affaires. Il y a un nouvel acte uniforme sur la médiation. Très bien. Je pense que c'est un système vraiment à encourager pour permettre aux gens d'avoir justement une possibilité de ne pas arriver à la phase contentieuse et surtout pour un peu désengorger les tribunaux, les juridictions qui sont chargées. Angèle, les maisons de justice, vous avez travaillé sur le programme, sont en train de s'étendre sur l'ensemble du territoire sénégalais. Quel retour avez-vous par rapport à ce programme justice de proximité? Est-ce que vraiment ça marche bien? Est-ce que les gens vraiment sollicitent beaucoup les maisons de justice? Quel retour avez-vous? Oui, je pense qu'avec les maisons de justice, il y a eu beaucoup de réussite. Et cela, les chiffres en disent beaucoup. Malheureusement, je ne retiens pas trop. Mais je sais qu'au niveau des maisons de justice, il y a eu beaucoup de médiations qui ont abouti. Et vu aussi le nombre croissant des maisons de justice, actuellement, nous sommes à 19 maisons de justice. Ok. Sur Dakar ou sur l'ensemble du territoire sénégalais? Avec la création de ces maisons de justice, on peut dire que vraiment le travail est bien fait et qu'il y a un retour positif. En tout cas. Malheureusement, je n'ai pas trop les chiffres. Non, mais c'est déjà bien. 19 sur... je pense que toutes les régions vont bientôt avoir accès à ce système. Cette justice de proximité fait du bon travail, abat du bon travail. Nous allons arriver au terme de l'émission. Avant de remercier nos invités, j'aimerais savoir s'ils ont un dernier mot par rapport à ce sur quoi nous avons partagé aujourd'hui. Maître, en quelques minutes. Oui, ce serait un crime de lèse-majesté que de ne pas parler de notre association. De notre association. Parce que nous tous qui sommes là, en commençant par vous, l'animatrice de cette émission que nous remercions, Merci nous sommes membres d'une entité qu'on appelle Amicale des catholiques de la justice, qui est une entité qui est née des cendres des cercles des juristes catholiques. Catholique, tout à fait. Et donc l'association regroupe les catholiques de la justice, pas seulement au palais de justice de Dakar. Au niveau de toutes les régions, nous sommes à peu près une centaine de personnes. Tout à fait. Essayons de former une fraternité, de nous entraider. Et comme nous disions, d'essayer de témoigner par l'exemple de notre foi, en Jésus-Christ, pour que nous puissions donc bien évoluer chacun dans son domaine. Et nous menons quelques activités même avec le tribunal de Thiès. Très bien. Voilà. Ecclésiastique. Ecclésiastique de Thiès. Et c'est le lieu, au passage, je suis Abbé Aloïse. Et il y a 2 prêtres qui sont, et il y a également des religieuses dans l'association. Voilà, nous faisons parfois quelques actions caritatives. D'ailleurs, dans le cadre du carême, on a pu récolter quelques fonds que nous mettrons à disposition de certaines paroisses de la zone rurale de préférence. Il y a des problèmes partout, mais la cible ou les cibles seront
des paroisses de la zone rurale qui sont beaucoup plus éprouvées. Très bien, Voilà, tout c'est pour ce la que je gloire de voulais Dieu. dire. Voilà. En tout Merci cas, et vous bravo à remercie. l'association et plein succès. Dire rapidement, nous sommes vraiment à la fin de l'émission. Présent un dernier mot. Le juge que je suis, sagesse, vérité, charité. Sagesse, j'ai en mémoire ce jugement de Salomon. Bon, pour ceux qui connaissent cette histoire-là, de cette dispute de ces deux femmes, donc autour d'un enfant, il a fallu beaucoup de sagesse pour juger, pour trouver la vérité. La vérité. Mais le juge aussi doit être un homme, une personne de charité. Et c'est cela, je crois qu'aujourd'hui, le défi de tout magistrat chrétien. Au-delà de ça, je voudrais aussi vous remercier aussi l'équipe de FICOM. Merci à vous. Christ, vérité, Angèle. Merci, Maître Anne-Cécile. Mon dernier mot, c'est d'abord de vous féliciter, mais surtout de dire que ce thème a été bien choisi, parce que l'accès à la justice permet d'avoir une justice équitable. Et qui dit justice équitable parle forcément de paix. Pour qu'il y ait une paix, il faut qu'il y ait une justice équitable. Tout à fait. Donc, félicitations à vous. Merci à vous. Merci à nos téléspectateurs, à tous les frères et sœurs qui nous suivent depuis leur maison. C'était la rubrique Yonui Agdegegi dans l'émission catholique hebdomadaire du Jour du Seigneur. Nous remercions encore nos invités. Nous remercions à toute l'équipe d'Oficom et à tous les techniciens qui nous ont accompagnés. Bon dimanche à vous et que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous remplisse de toutes ses grâces.